Que ce soit lors d'un entretien d'embauche ou dans les hautes sphères de la politique mondiale, nos décisions sont presque toujours liées à celles des autres. Et si je disais qu'il existe un cadre, un modèle assez simple pour comprendre tout ça? Allez, on explore ça ensemble. Voilà notre programme. On va commencer par plonger au cœur de la théorie pour bien poser les bases. Ensuite, on verra comment cette logique s'applique à des situations très concrètes, du monde du travail jusqu'aux relations entre les pays. Première étape, les fondations. La théorie des jeux. Attention, le nom est un peu trompeur. On ne va pas parler de cartes ou de dés. Alors de quoi s'agit-il vraiment? En fait, c'est bien plus sérieux qu'un simple divertissement. La théorie des jeux, c'est un outil hyper puissant pour décrypter des situations où les enjeux sont élevés. On parle d'économie, de politique et même de biologie. En gros, partout où les choix d'un acteur ont un impact direct sur le sort des autres. Et voilà, c'est la question centrale. Que se passe-t-il quand le meilleur coup à jouer pour soi dépend totalement du coup que l'autre va jouer? La théorie des jeux, c'est l'art de décortiquer ces moments cruciaux où nos destins sont liés. Pour vraiment saisir ce paradoxe, il n'y a pas meilleur exemple que le plus célèbre de tous, le dilemme du prisonnier. C'est une histoire toute simple, mais qui révèle une vérité incroyablement complexe sur la coopération et la trahison. Alors imaginez la scène, deux complices sont arrêtés et on les interroge dans des pièces séparées, zéro moyen de communiquer. Chacun doit donc essayer de deviner ce que l'autre va faire. Est-ce qu'il va parler ou est-ce qu'il va se taire? Tout est là. Bon, analysons les options. Les chiffres, ce sont des années de prison. Donc, évidemment, le but, c'est d'en avoir le moins possible. Si les deux se taisent, c'est la coopération, ils prennent juste 1 an chacun. C'est pas mal. Mais si l'un des deux avoue et que l'autre se tait, celui qui a parlé sort libre et le silencieux, lui, prend 8 ans. Le coup dur. Et si les deux se trahissent mutuellement, eh bien, c'est 5 ans pour tout le monde. Maintenant, mettons-nous dans la tête du prisonnier numéro 1. Il se dit « Ok, si mon complice se tait, j'ai intérêt à avouer pour être libre plutôt que de prendre 1 an. Et si mon complice avoue, j'ai aussi intérêt à avouer pour prendre 5 ans au lieu de 8. Donc, quoi que fasse l'autre, la trahison semble être le choix le plus rationnel. C'est ça une stratégie dominante. Et voilà le piège. Puisque les deux raisonnent exactement de la même manière, ils vont tous les deux avouer. Leur résultat, 5 ans de prison chacun. C'est bien pire que l'unique année qu'ils auraient pu avoir en coopérant. Cet état où personne ne peut améliorer son propre sort en changeant seul de stratégie, ça porte un nom. C'est un équilibre de Nash. Bon, cette logique de méfiance et d'intérêt personnel, elle ne se limite pas aux cellules de prison, loin de là. On va voir comment elle s'applique parfaitement à une situation que beaucoup connaissent, un recrutement. Ici, le jeu se joue entre un recruteur et un candidat. Le gros problème, c'est que le recruteur ne connaît pas le vrai niveau du candidat. S'il propose un gros salaire, c'est super pour attirer un vrai talent, mais c'est un pari risqué si le candidat est moyen. À l'inverse, un salaire bas, c'est plus prudent, mais ça risque de faire fuir les perles rares. Ce phénomène, que l'économiste Akerlof a appelé le marché des lemons ou marché des tacos, illustre ça parfaitement. L'asymétrie d'information, le fait de ne pas tout savoir, pousse les recruteurs à la méfiance. Pour se protéger, ils proposent systématiquement des salaires bas. Le résultat? Ça dégrade la qualité globale du marché car seuls les candidats moins qualifiés finissent par accepter. C'est un autre exemple d'équilibre de Nash qui n'est pas idéal pour tout le monde. Allez, on change complètement d'échelle. On quitte le bureau du recruteur et on passe sur la scène mondiale. Parce que oui, on retrouve exactement la même structure de dilemme dans les guerres commerciales entre nations. Dans un monde idéal, si deux pays jouent le jeu du libre-échange, tout le monde est gagnant. Mais la tentation est énorme. Si un pays décide d'instaurer des barrières douanières pendant que l'autre continue d'ouvrir ses marchés, il maximise ses gains à court terme. La stratégie dominante, la plus rationnelle individuellement, c'est donc de trahir et de choisir le protectionnisme. Et c'est ça toute la force de la théorie des jeux. Qu'on parle de prisonniers, de recruteurs ou de superpuissance économique, le contexte change, les joueurs changent, mais la logique, elle, reste la même. La coopération serait la meilleure solution pour le groupe, mais la trahison est souvent le choix le plus tentant pour l'individu. Le dilemme du prisonnier est un outil incroyable, mais il ne faut surtout pas croire que toute la théorie des jeux se résume à ça. En réalité, c'est juste la porte d'entrée vers un univers de modèles stratégiques bien plus vaste et nuancé. Il existe des dizaines d'autres jeux. Par exemple, le jeu de la poule mouillée modélise des face-à-face très risqués comme une crise diplomatique où celui qui cède le premier perd la face. D'autres, comme le jeu Bach ou Stravinsky, analysent des situations plus quotidiennes. Comment on se coordonne quand on veut être ensemble mais qu'on n'est pas d'accord sur l'activité. Chaque jeu est une sorte de loupe pour observer une facette différente de nos interactions. Cette citation de Robert Axelrod, un grand spécialiste du sujet, résume à merveille le thème central qu'on a exploré.
Cette tension permanente entre l'intérêt personnel et le bien collectif, c'est le moteur de très nombreuses dynamiques sociales, économiques et politiques. La question reste donc entière. Si des choix parfaitement rationnels sur le plan individuel mènent à de mauvais résultats pour tout le monde, comment peut-on faire? Comment peut-on changer les règles du jeu? Peut-être en bâtissant de la confiance, en modifiant les récompenses et les punitions? La théorie des jeux ne fait pas que poser un diagnostic, elle nous met au défi d'être plus malins et de concevoir des systèmes plus intelligents.